un, les droits patrimoniaux, et deux, les droits moraux. Et ça, c'est vraiment une catégorie de droits exorbitants. C'est-à-dire que, d'abord, nous sommes sans doute le pays qui protège le mieux nos auteurs dans le monde entier. Il faut que vous en ayez conscience parce que ça signifie qu'on a un arsenal juridique qui est supérieur à l'ensemble des pays. Et je parle aussi des pays de la communauté européenne, puisque en réalité, les directives sont des copies un peu pâles de notre droit. La deuxième chose, c'est que nous sommes finalement les mieux armés pour parler de protection également, car nous la connaissons de l'intérieur, donc nous pouvons être un exemple vis-à-vis aussi des autres pays. Donc nous sommes les mieux placés pour lutter contre ceux qui viendraient sous-estimer le droit d'auteur. Moi, je ne sais pas, parce que... alors, dans les faits, si vous voulez, moi, je vais vous répondre tout de suite. J'ai entendu parler qu'il fallait de gros cabinets de droit international pour venir protéger les photographes avec de gros moyens. Alors, ça, c'est un effort que chacun doit faire, c'est-à-dire que l'investissement pour se défendre, l'investissement financier, mais également psychologique pour se défendre, est un gros investissement, mais c'est vous qui le faites, ce choix. Si vous décidez de ne pas vous défendre, et vous n'êtes pas les seuls, j'ai d'autres domaines dans lesquels les gens décident de ne pas se défendre, parce que vis-à-vis de la profession, ça ne se fait pas, parce que la personne que vous voudriez à côté attaquer, vous la connaissez bien, qu'elle peut vous donner encore un peu de travail, etc. Toutes ces raisons-là, ce sont les vôtres. Ce ne sont pas les nôtres. Mais en ce qui concerne l'arsenal juridique, il existe. Et en ce qui concerne notre arsenal juridique, c'est le meilleur. Voilà, c'est ce que je peux vous dire. Alors, en ce qui concerne les droits... Oui, mais si vous ne vous défendez pas, les textes ne servent à rien. Alors, vous pouvez dire répéter dans les textes, ça ne changera pas ma position par rapport au fait que si je n'ai pas quelqu'un qui vient me voir en disant « je n'accepte pas qu'on ait reproduit et je veux continuer », eh bien, si je n'ai pas cette demande, ça restera dans les textes. Mais ça sera votre attitude par rapport à une situation. Je voudrais juste rajouter sur ce point le propos tenu tout à l'heure en introduction. C'est-à-dire que je pense que, une fois de plus, la photographie n'a pas de major. N'ayant pas de major, chacun d'entre nous est faible par rapport à un système qui, effectivement, peut coûter beaucoup et est très long. Donc, il est évident. Nous avons eu le cas l'année dernière. Nous avons attaqué le groupe Amaury pour une photographie utilisée signée DR alors que l'auteur était précis. C'est-à-dire que nous avons même reçu un courriel du groupe Amaury disant « Nous sommes désolés, nous ne prenons que des photos gratuites ». Et la photo a été utilisée et signée DR. Donc nous avons attaqué, nous avons gagné. Mais c'est vrai que sur le principe, et c'est un peu l'enquête qu'on a fait auprès de beaucoup de photographes, ce qui vraiment leur pose la question, c'est de se dire dans quoi je m'engage. C'est même pas tellement le principe de se dire je veux défendre mes droits, mais dans quoi j'engage, dans quoi je mets mes pieds et où vais-je. Et c'est vrai que le principe, alors, et je vais conclure là-dessus, mais quand je vois, et c'est pas une critique vis-à-vis des avocats, mais quand je vois la facture que nous avons reçue, et qu'on voit que la simple conversation de 10 minutes avec un avocat est facturée, c'est vrai que nous, photographes, on se dit mais comment c'est possible que dans ce métier-là, 10 minutes de conversation avec un avocat, on est facturé, alors que nous, on parle de post-production pas facturée, on parle d'un certain nombre d'opérations professionnelles qui ne sont pas facturées. Donc c'est vrai qu'on est aux antipodes d'un certain nombre de règles qui sont tenues par des gens qui ont les capacités de se défendre. Ce n'est pas le cas des photographes. Bon. Je ne facture pas à l'heure mon intervention d'aujourd'hui. Comme en plus, elle est un peu plus longue. Alors, d'abord, les droits patrimoniaux. Alors, les droits patrimoniaux, vous les connaissez. C'est classiquement le droit de reproduction, le droit de représentation et le droit de suite. Le droit de suite, je rappelle que les photographes peuvent en bénéficier, puisque sur un support original qui aurait été vendu à une galerie, qui la revendrait, qui entre-temps aurait pris de la valeur, le droit de suite est un droit qui consiste à prendre, même si on n'est plus en possession de cet original, un pourcentage. D'après la directive européenne, il est fixé à 3,5%, et ça permet de suivre le succès d'une œuvre, et ça concerne également les photographes. Le droit patrimonial, ça n'est pas seulement la possibilité de se faire rémunérer, c'est surtout que l'auteur de la photo a un monopole d'exploitation.
Ça signifie que tant qu'il n'y a pas de licence légale, vous êtes tous, en tant qu'auteur, vous êtes maître de l'exploitation de votre photographie. Ça signifie que c'est à vous de la défendre, tant qu'il n'y a pas de système collectif. C'est à vous de la défendre, c'est à vous de bouger, et ça n'est pas aux autres de venir vous défendre. C'est à vous de le faire en premier. C'est important, parce que la loi, le législateur, vous a donné ce monopole à vous. Et c'est vous qui l'avez, personne d'autre ne l'a. La deuxième chose, ce sont les droits moraux. Alors, les droits moraux sont classiquement le droit de divulgation, c'est-à-dire la possibilité pour vous de décider si vous communiquez au public ou pas votre œuvre, ce qui est tout à fait votre droit, de décider que vous avez fait une photographie, mais qu'elle va rester dans vos tiroirs, que vous ne la communiquerez pas, sachant que le droit de divulgation n'est pas épuisé une fois qu'il a été utilisé. Je donne un exemple. Si vous décidez de faire une exposition avec vos photographies, ça ne signifiera pas qu'on pourra la mettre sur Internet sans violer votre droit de divulgation, car vous n'aurez pas divulgué votre photographie sur Internet. Donc ça signifie que vous pourrez invoquer la violation de votre droit de divulgation si elle est sur Internet alors que vous-même ne l'avez pas autorisée. Le droit au nom, c'est bien sûr le droit de voir son nom marqué sur la photographie. Alors, ce n'est pas seulement un droit au nom de voir son nom, c'est aussi le droit d'être anonyme, c'est le droit de se servir d'un pseudonyme. Bien évidemment, on a beaucoup d'exemples de pseudonymes, plutôt du côté des auteurs d'œuvres littéraires, à commencer par Romain Gary, qui avait choisi, et le nom de son cousin, qui était un pseudonyme aussi d'ailleurs, Émile Ajar, pour son œuvre La vie devant soi. Ça a posé quand même un problème quand il a envoyé son cousin sur le plateau de Bernard Pivot. Et je dois dire que dans le cadre d'affaires d'instruction pénale, lorsqu'on arrive devant un juge d'instruction et qu'on n'est pas forcément du bon côté de la barre, quand on a quelqu'un qui a pris 2 ou 3 pseudonymes, ça passe pas du tout. Donc il y a ce droit à la paternité. En droit d'auteur, il est total, mais il peut avoir des conséquences ou des interférences ensuite. Le droit au respect. Le droit au respect, c'est sans doute le droit le plus sensible avec les diffusions sur Internet, car bien entendu, une photographie ne va pas être représentée sous le même format, avec exactement les mêmes couleurs, etc. La numérisation va altérer la photographie. Eh bien, ce droit au respect, bien entendu, c'est un droit dont vous bénéficiez et que vous pouvez défendre, et c'est à vous de le défendre. Et puis, il y a le droit de repentir. Alors, le droit de repentir, je ne sais pas dans quelle mesure vous pourriez l'utiliser, puisque c'est la possibilité de reprendre, mais ça pourrait être une piste, la possibilité de reprendre votre œuvre parce que vous considérez qu'elle n'est pas à la hauteur de votre talent, ou bien que vous ne souhaitez plus voir cette photographie communiquée au public. Alors, une des belles affaires sur le droit de repentir est une affaire qui avait concerné les œuvres de De Chirico, qui avait eu, comme tous les peintres, sa période croûtarde, et qui avait donc décidé de reprendre certaines œuvres qui avaient été acquises par des acheteurs. Sauf que comme le droit de repentir prévoit qu'on doit dédommager les acquéreurs des œuvres de la valeur actualisée de l'œuvre, De Chirico avait dit que c'était des œuvres fausses. Donc il a été attaqué par les acheteurs qui ont dit « Vous avez un droit au repentir, en revanche, vous n'avez pas le droit de dire que vos œuvres sont fausses, car les auteurs sont capables de venir dénier l'authenticité de leurs œuvres aussi. » Alors, sur Internet, on l'a tous compris, le droit d'auteur, bien entendu, est applicable. On l'a tous compris, mais ça a été quand même une question qui a été débattue. J'ai eu la chance de rentrer dans la profession d'avocat à peu près au moment où on commençait à avoir des affaires Internet. Le cabinet dans lequel j'étais a eu le dossier 1000 milliards de poèmes de Raymond Queneau, qui était une œuvre littéraire donc en languette avec des poèmes qu'on pouvait faire de façon... Évidemment, Internet était fabuleux pour ce genre d'œuvre littéraire, puisqu'en cliquant, on avait chaque vers qui venait... un nouveau vers, une nouvelle poésie qui venait s'afficher. Eh bien, il a fallu quand même convaincre certains magistrats que Internet n'était pas le lieu de la liberté
totale. Parce que certains ont pensé au départ que Internet était un endroit virtuel où enfin on allait pouvoir être libre, puisqu'on n'aurait plus de loi, ni de contraintes, et surtout pas de droit d'auteur. Donc il a fallu expliquer, et je crois que j'ai eu de la chance de tomber sur un patron à l'époque qui avait quand même expliqué qu'Internet allait être une grande poubelle de l'humanité et que ça n'allait pas forcément permettre le développement des arts. Et il faut quand même comprendre que les multiplications des affaires, notamment de pédophilie grâce à Internet, il faut comprendre que Internet est quand même quelque chose de très très dangereux, qu'il est permis à des artistes éventuellement de s'épanouir, sans doute, ou d'en faire connaître certains qui ne se seraient pas fait connus sans Internet, sans doute. Mais quand on pense au mal qu'Internet a fait et par rapport au bien qu'il a fait, eh bien, on va dire que finalement, c'est un petit peu comme les économies pour les photographes qui ont décidé de passer au numérique et de laisser tomber l'analogique. Ce n'est pas certain. Ça n'est pas certain que ça soit un moyen. Donc, il faut penser Internet. Alors, il faut savoir qu'on parle d'Internet, bon, c'est une autoroute de l'information, bien entendu, et qu'on va parler surtout de droit des nouvelles technologies. Et parmi les nouvelles technologies, eh bien, on a la numérisation. Et la numérisation, donc, c'est la transformation en système 0, 1, 1, 0, etc. Et que la numérisation, la jurisprudence considère que la numérisation est un acte qui nécessite l'autorisation de l'auteur de l'œuvre. Ce n'est pas seulement le fait de mettre en ligne, c'est la numérisation et la mise en ligne sont considérés comme deux actes différents, ce qui fait que lorsque vous allez éventuellement contre un tiers en contrefaçon, eh bien vous allez pouvoir vous plaindre, un, de la numérisation, deux, de la mise en ligne. Ce ne sont pas les mêmes actes. La numérisation est donc un nouveau mode de divulgation qui est un droit moral. Il peut y avoir aussi atteinte à l'intégrité puisque le format de l'œuvre ne sera pas respecté. L'atteinte à la paternité sera bien entendu acquise si le nom de l'auteur n'est pas reproduit, alors reproduit aux côtés de l'œuvre. Car parfois, on a trouvé des gens qui disaient « Ah oui, mais on trouve le nom de l'auteur quand on clique sur tel lien, tel machin, etc. » Non, le droit à la paternité, c'est le nom à côté de l'œuvre. Et puis, du point de vue patrimonial, eh bien, la mise en ligne est une représentation de l'œuvre, mais bien entendu, compte tenu du contexte, vous pourrez vous plaindre à la fois du téléchargement possible, de la diffusion avec le nombre d'internautes, et puis c'est vrai qu'on peut avoir facilement des statistiques, des modifications qu'on pourra faire éventuellement sur votre œuvre, etc., etc. Donc, il faut savoir qu'en droit français, vous avez la possibilité de vous plaindre de chaque conséquence d'une mise en ligne que vous n'avez pas autorisée. Mais j'en reviens au premier sujet que j'avais décidé de traiter. Il est nécessaire de prouver l'originalité. Alors, quand est-ce que le débat sur l'originalité intervient? C'est justement quand vous avez décidé d'attaquer. En général, moi j'ai très peu connu d'auteurs venir me voir en disant j'ai fait cette photo ou j'ai fait cette œuvre, mais enfin franchement, c'est pas protégeable. C'est une démarche que je ne connais pas. Et en général, c'est à l'occasion d'une action en contrefaçon, la réponse de l'adversaire va dire mais vous venez demander la protection du droit d'auteur, mais finalement pourquoi, alors que vous avez une œuvre qui n'est pas protégeable car elle n'est pas originale? Alors, les juges, comment est-ce que l'originalité s'apprécie? J'ai pris les derniers arrêts à peu près sur la question. Premièrement, les juges vont regarder si l'auteur de la photographie a disposé d'une liberté ou non dans son action. Alors, vous avez un arrêt de la Cour d'appel de Nîmes qui a été rendu le 15 novembre 2011, donc il y a un an, et il s'agissait des photographies du pont